NN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Bienvenue dans ce numéro spécial. Nous accueillons aujourd'hui le ministre des Congolais de l'étranger, M. Antoine Boyamba. Après plusieurs déplacements pour rendre visite à ses concitoyens qui résident à l'étranger, M. Boyamba est de passage à Paris et nous accorde cette interview exclusive. M. Boyamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Je serai accompagné de César Ngadi de RD Congo Info et d'Adi Londolé de Congo Number One. Moi-même, je suis Roger Moussandji. Monsieur Boyamba, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et l'honneur à notre sage, César Ngadi, qui va vous poser la première question. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Ngadi. Je pense que vous n'allez pas me contredire si je dis que vous êtes le ministre de la diaspora. C'est pour défendre la diaspora. Je vais vous poser une question d'actualité. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous comptez faire concernant la mort de Madame Cynthia Kabeya, qui est morte en Inde. Malgré tout, la mort de cette dame est considérée comme un crime passionnel. Cette dame qui a laissé une petite fille. Oui, merci beaucoup, monsieur Ngadi. Cet événement malheureux nous est tombé comme ça. J'étais en Inde il y a 3 semaines. C'était pour d'autres problèmes qui arrivent à nos compatriotes dans ce pays. Beaucoup de jeunes Congolais y vont. Et une fois arrivés là-bas, ils se rendent compte que les conditions telles que on leur avait promis, ce n'est pas ça l'idéal, ce n'était pas l'idéal. Nous avons eu le cas malheureux du jeune Olivier Massonga, qui a été assassiné, lynché complètement, et il est mort. C'était d'abord ça la raison de ma visite là-bas. Mais concernant Cynthia, que je connaissais très bien, y compris son mari, je connais la famille de Cynthia, je connais son père, c'est quelque chose qui me touche personnellement, parce que c'est des gens avec qui je... Et lors de mon séjour en Inde, après avoir fait New Delhi, j'ai fait une descente à Bangalore, dans le sud de l'Inde, à presque 3 heures d'avion de New Delhi. Et on avait préparé aussi un déplacement des Congolais vivant à Hyderabad, la ville où vivait Cynthia avec son mari. Et un certain nombre d'entre eux sont venus sur Bangalore et nous avons pu échanger largement. Les connaissants, je les avais eu au téléphone, le couple. J'avais eu le couple au téléphone qui devait se déplacer pour venir jusqu'à Bangalore. Malheureusement, il y a eu un problème d'avion. Ils ont raté l'avion. Donc voilà la dernière conversation que j'ai eue avec ce couple que je connais très bien depuis Kinshasa. Alors, c'est malheureux. Je suis très partagé sur le plan humain. Je suis très partagé sur le plan humain parce que Cynthia, pour moi, c'est comme si c'était ma fille. Son mari, qui était un Indien, mais un Indien de Kinshasa. C'est pas un Indien que Cynthia est allé connaître en Inde. Le jeune couple s'est connu à Kinshasa et ils ont fait leur fille à Kinshasa. Et il était très bien intégré, le mari. Il était très bien intégré. Et ça me dépasse. Ça me dépasse. Vraiment, je vous dis, là, ce n'est même pas le ministre qui parle, c'est le parent. Ça me dépasse ce qui est arrivé. C'est comme si vous mariez votre fille à un jeune homme qui est venu, vous avez trouvé qu'il répond à toutes les conditions, et puis demain vous apprenez que voilà, dans le couple c'est ce qui s'est passé, et puis que votre fille est décédée sous les coups de son mari. Et ce qui est encore beaucoup plus grave dans ce qui s'est passé en Inde, c'est que il a découpé le corps et il a commencé à l'immoler. C'est pas, je sais que dans la tradition indienne, on immole le corps, mais là c'est très grave parce que
c'est fait dans des conditions atroces. Alors, qu'est-ce que nous avons fait une fois que nous avons appris la nouvelle? Dans ce cas, on contacte d'abord notre ambassade à New Delhi et notre ambassadeur là-bas, Madame Rosette Mossi, nous a appelé pour nous donner les informations dans les détails. Et suite à cela, moi je n'étais pas au pays, je me trouvais en ce moment-là en Autriche, à Vienne. Parce que vous savez, les Congolais sont partout. Je ne vais pas me focaliser seulement sur l'Inde, je dois venir à Paris, je dois aller à Brazzaville, je dois aller à Kampala, je dois aller même au Pérou, où il y a des Congolais là-bas. Alors, ça m'a trouvé au moment où j'étais en Autriche, à Vienne exactement. Et on a parlé, je lui ai demandé qu'il me donne les précisions, exactement ce qui s'est passé. Il m'a relaté cela. J'ai appelé Kinshasa, mon collègue Franck Modi Malila, qui assume l'intérim, parce que quand un ministre se déplace, il y a un collègue qui assume l'intérim, a diligenté une enquête sur place et a convoqué l'ambassadeur de l'Inde à Kinshasa. Parce que les gens doivent savoir, nous sommes un pays, nous sommes au gouvernement. On ne peut pas agir de la même façon que les gens de la rue. Il y a des procédures qu'on doit suivre. Je sais que l'émotion a envahi beaucoup de gens, mais on ne va pas régler ça avec des coups de poing. Il y a des procédures. L'Inde est un pays avec qui nous avons des relations depuis l'indépendance. Donc l'ambassadeur de l'Inde a été convoqué aux affaires étrangères et il lui a été demandé de nous donner des précisions parce que nous trouvions que ça commençait à en faire un peu trop. Beaucoup de cas concernant les Africains en général et les Congolais en particulier, ces derniers temps, en Inde, où il y a des lynchages, des tueries, et il nous a donné des explications. Alors, j'ai donné des instructions claires, parce que lors de mon dernier séjour en Inde, au mois de juin, j'ai séjourné en Inde du 18 au 26 juin de cette année. On a engagé 2 avocats. On a engagé 2 avocats. On ne savait pas qu'il y aurait la mort de Cynthia, mais on avait déjà engagé 2 avocats qui suivent de près tout ce qui concerne la communauté congolaise installée en Inde. Donc, nous avons fait appel à ces 2 avocats. On a donné des instructions à Madame l'ambassadeur. Elle s'est rendue personnellement à Hyderabad, où elle a rencontré les autorités indiennes. Et ils ont expliqué exactement les faits. Nos avocats ont porté plainte pour cela. Nous avons le problème de l'enfant, parce que n'oubliez pas qu'il y a un enfant qui a 8 ans. Monsieur le ministre, on comprend bien, votre discours est bien long, bien ficelé, mais il y a un grand problème aujourd'hui avec les Congolais de l'étranger, et précisément en Inde. Vous venez d'utiliser le qualificatif de trop. Oui, c'est trop, il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup d'exactions contre les Congolais résidant en Inde. Il ne suffit pas de prendre 2 avocats pour résoudre ce problème. Qu'est-ce que vous mettez en place comme mécanisme pour aider les Congolais, non pas à réussir leur installation en Inde, mais à rentrer au pays, chez eux, au Congo? Voilà. Est-ce que vous pensez, M. Moussanji, que si je demandais aux Congolais de rentrer au pays, ils vont accepter? Je prends le cas de Olivier qui est décédé. Un jeune homme brillant qui a fait de grandes études en Inde. Il les a terminées depuis 2 ans. Il voulait rentrer au pays. Les parents ont dit non, fais tout, ne rentre pas au pays, va d'abord en Europe. Et pendant ce temps, il est resté en Inde, il est rentré dans l'illégalité parce que là, vous êtes en train de dire que c'est la faute des parents. Mais non, j'y arrive. Qu'est-ce que le Congo propose à ce jeune homme diplômé qui a fini ses études et qui pourrait rentrer servir au Congo? Voilà. Il serait d'abord mieux que les gens rentrent d'abord. Moi-même, j'ai étudié à l'étranger. Quand je suis rentré, j'ai dû galérer à un certain moment et puis après j'ai travaillé. Et ce n'est pas comme ça, du jour au lendemain, que je suis devenu membre du gouvernement. Donc, s'il y a des difficultés d'emploi, comme ici en France, partout dans le monde, mais il y a beaucoup... Votre gouvernement propose à ces jeunes qui sont diplômés, qui peuvent rentrer au pays? Qu'est-ce que votre gouvernement propose? Je suis en train d'y arriver. Nous avons conféré avec de nombreux jeunes, parce que souvent ce sont des jeunes congolais qui résident actuellement en Inde. Beaucoup sont partis par des filières que moi je dénoncerais, que j'appellerais des filières mafieuses, qui jouent sur la sensibilité des parents qui tiennent coûte que coûte à ce que les enfants sortent du territoire, et les enfants se retrouvent sur le territoire indien, et là ils se rendent compte que ce qu'on leur avait promis par ces différentes filières, parce qu'ils partent, ce n'est pas des boursiers,
Ce pas des boursiers de l'État congolais. Parce que quand ce sont des boursiers, nous avons les moyens de contrôler. Mais quand les gens partent, écoutez, il y a des, comme aujourd'hui ici en France, il y a des jeunes Français qui partent en Syrie. Que peut faire le gouvernement français face à cela? On essaie de mettre des mécanismes en place. Mais c'est un fait nouveau. C'est un fait nouveau qui n'existait pas. C'est un fait nouveau qui n'existait pas. Qui vient de nous tomber entre les mains. Donc, à nous maintenant de travailler ensemble. Il n'y a pas seulement le gouvernement, il y a aussi les parents et les différentes associations. Donc nous devons travailler tous ensemble pour essayer de juguler déjà. Parce que on doit maintenant voir, déjà, nous avec, entre gouvernants, nous avec le gouvernement indien, on doit maintenant voir qu'on n'accorde plus de visas avec autant de facilité. Monsieur Boyamba, je vous prends au mot quand vous dites que, est-ce que les Congolais veulent vraiment rentrer chez eux? Je reviens, je rebondis. Nous avons affaire Gabon. Nous avons eu au moins 200 Congolais de la diaspora qui vivent au Gabon, qui m'ont appelé après notre émission qu'on a fait ensemble au Congo Number One. Ils veulent retourner au pays. Cette affaire reste encore d'actualité. Ils sont là, le Gabonais, le Congolais de Gabon nous regarde. Ça, c'est la première question. Celle-ci n'est pas une question. Juste votre appréciation. Tshisekedi, c'est un diaspora aujourd'hui? L'intitulé du ministère, c'est Congolais à l'étranger. Donc, tout Congolais qui quitte le territoire national répond de ce ministère. Donc, M. Tshisekedi, vivant en Belgique, ça fait, je crois, presque 2 ans qu'il vit en Belgique. Oui, nous avons l'obligation, en cas de problème, nous avons l'obligation de nous occuper de lui. Donc ça, c'est ça, Congolais à l'étranger. Congolais de l'étranger, ceux qui vivent en permanence à l'étranger. Mais Congolais à l'étranger, c'est-à-dire tous ceux qui quittent le territoire. Alors, le cas de Gabonais, je tiens à vous rassurer que je suis en contact permanent avec eux. On n'a pas que le Gabon, on a la Namibie, on a le Congo-Brazzaville, on a l'Angola, on a partout. On a partout. Nous, Congolais, nous sommes en difficulté partout. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous devons aussi nous poser des questions avant de jeter la pierre aux autres. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, nous avons toujours des problèmes partout où nous allons, partout où nous sommes? Et ça ne facilite pas non plus la tâche du gouvernement. Parce que nous avons autant de priorités à faire, autant de choses à faire. J'aimerais bien quand je viens et qu'on me dise, voilà, il y a des Congolais qui ont distingué dans telle matière, il y a des diplômés Congolais, et que je me déplace pour ça. Or, malheureusement, je tiens à vous le dire, c'est entre nous Congolais, je tiens à vous le dire, j'ai plus de cas où, voilà, on a arrêté les Congolais parce qu'ils ne sont pas en ordre, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. J'ai très peu de cas où on m'appelle pour dire, voilà, venez parce qu'il y a une cinquantaine de Congolais qui ont distingué dans telle université à travers le monde, et vous, comme étant le ministre des Congolais à l'étranger, venez voir parce que c'était satisfait pour le pays. J'en ai très peu. J'en ai eu dernièrement lors de mon séjour en Ouganda, où j'ai rencontré M. Idi, qui a créé une école extraordinaire, avec un programme congolais, qui occupe au moins 600 enfants congolais. Voilà, il y a des cas. Je vais vous aider. Savez-vous pourquoi vous n'avez pas autant de Congolais où on ne vous intéresse pas? C'est tout simplement parce que la majorité des Congolais à l'étranger aujourd'hui sollicitent ou empruntent une autre nationalité. Donc, la majorité des jeunes, par exemple, universitaires d'origine congolaise, sont enregistrés comme étant des Français. Donc, leur réussite universitaire, c'est une réussite française. Voilà pourquoi vous n'êtes pas sollicité, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Parce que ceux qui se font aussi arrêter, il y en a beaucoup qui ont de la nation congolaise. Quand il y a eu des phénomènes de combattants qui s'en prenaient aux gens, et quand la police tombait dessus, on a trouvé qu'ils étaient américains, français, belges. Donc je trouve que c'est une voie de facilité, M. Moussanji, quand vous évoquez cela. Parce que je tiens à vous le dire, le Congolais d'origine, quelle que soit la nationalité qu'il ait prise, reste Congolais dans son fonctionnement, dans sa façon d'être. Donc, moi, je n'entre... Non, ça vous arrange quand c'est positif, pour dire, voilà, ils sont pour les autres. Mais quand c'est négatif, que fait le gouvernement? Ça, c'est ça qui n'est pas bon. C'est un travail qui concerne chacun d'entre nous. Ça ne concerne pas seulement le gouvernement. Le comportement. Chaque Congolais ou originaire du Congo est ambassadeur de son pays. Donc, c'est le comportement de chacun d'entre nous. Quand on se retrouve en dehors de nos territoires,
C'est ça qui fait que ça fait l'honneur ou le déshonneur du pays. Il ne faut pas tout rejeter sur le dos du gouvernement. Parce que quand un Congolais quitte ici, il va s'installer en Afghanistan. Je pourrais vous dire, est-ce qu'il a demandé la permission du gouvernement? Et quand quelque chose de mal lui arrive là-bas, vous rejetez tout sur le dos du gouvernement? Non, le gouvernement prend ses responsabilités, ne renie pas. Continue de suivre chacun d'entre vous. Mais je demande aussi à nos compatriotes d'avoir... Hein, je donne le cas d'un pays comme la Suisse. La Suisse est un des rares pays qui nous respecte vraiment. Nous avons des accords avec la Suisse. Chaque année, nous envoyons une commission en Suisse pour discuter de nombreux cas des Congolais, même qui sont devenus Suisses, ou originaires du Congo. Avant qu'ils soient expulsés, on envoie une équipe du ministère des Affaires étrangères sur place pour discuter avec les autorités suisses pour voir dans quelle mesure. Et souvent, je tiens à vous dire aussi, il se trouve que d'autres qu'on a répertoriés à l'origine comme Congolais ne sont même pas Congolais, ils sont Angolais, ils sont Nigérians, ils sont Centrafricains, ainsi de suite. Mais le gouvernement, non, je tiens à vous dire, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, du Premier ministre Matata, le gouvernement veille à ce que nous puissions suivre chacun des cas. Mais je vous dis, ce n'est pas toujours évident parce que il y a une certaine profusion. Sauf que à vous écouter parler, Monsieur le Ministre, on a le sentiment qu'aujourd'hui au Congo, il est bien vu de sortir du pays, aller s'installer à l'étranger. À vous écouter parler, vous n'œuvrez en rien pour retenir ces jeunes qui partent, qui continuent à rêver de l'étranger parce que le Congo ne leur propose rien. Je reviens encore à ma question. Qu'est-ce que le Congo propose à cette jeunesse? Monsieur Moussanji, pouvez-vous me citer un pays au monde qui arrive à empêcher ses ressortissants d'aller voir ailleurs? Connaissez-vous le nombre de Français, parce que nous sommes ici en France, qui est un pays censé être très développé, connaissez-vous le nombre de jeunes Français qui sont en train d'aller chercher ailleurs? Voir si la pelouse est plus verte ailleurs. Ça, c'est le phénomène de mouvement de population. C'est un phénomène, vous êtes chrétien, c'est un phénomène même dans la Bible qui existe. Le mouvement, on ne peut pas empêcher les gens d'aller ailleurs. Ce n'est pas possible. Aucun pays n'y arrive. Aucun pays n'y arrive. Monsieur Boyamba. Donc, il faut pas prendre ce phénomène comme si c'est un phénomène exclusivement un phénomène congolais. Même dans les pays développés, je prends le cas du Portugal. Il y a plus de Portugais à l'étranger que sur place au Portugal. Je prends le cas du Liban. Il y a plus de Libanais qui vivent à l'étranger que des Libanais. Je tiens simplement à dire ceci. Le pays, le contexte dans lequel se trouve notre pays, depuis presque 30 ans, parce que la migration congolaise date d'il y a une trentaine d'années, et accentuée par les différents problèmes politico-militaires que subissent notre pays depuis une vingtaine d'années. Ça a poussé un certain nombre de jeunes Congolais à penser que c'est mieux d'aller ailleurs. Il ne faut pas négliger ça. Le Congo est un pays qui est en conflit presque permanent, surtout dans sa partie orientale. Il ne faut pas négliger cela, monsieur. Monsieur Boyamba, vous venez de dire quelque chose ici. Pourquoi vous n'êtes toujours pas invité quand le Congolais de la diaspora distingue, le Congolais vivant à l'étranger distingue le diplôme? Non, ça m'arrive d'être invité. Je dis, j'aimerais être invité beaucoup plus souvent. Ok. Alors, voilà. On dit souvent, ne demandez pas au Congo qu'est-ce que le Congo peut faire pour vous. Posez-vous la question plutôt, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Congo? Vous nous avez promis ici le carte de visa. On n'aura plus besoin d'aller prendre des visas. Nous aurons des cartes. Jésus revient bientôt. Jusque-là, c'est toujours flou. Après, vous allez nous trouver des formules et tout et tout. On attend toujours. Maintenant, nous, le Congo de la diaspora, je prends un exemple. Nous disons au mois de décembre, élection ou pas, parce que jusque-là, c'est encore flou. Élection ou pas, nous sommes dit, nous allons faire notre vote symbolique. Au mois de décembre, nous allons faire notre vote symbolique. Symboliquement, ça va compter, ça ne comptera pas. Nous allons faire notre vote symbolique. Les candidats qui vont se présenter, nous allons faire notre vote symbolique. Vous dites quoi? Ce vote symbolique, vous targuez, sera basé sur quoi? Sur quel électorat? Vous allez les compter comment? Parce que d'autres concitoyens pourront contester. C'est quoi le corps électoral? Ce sera qui va composer ce corps électoral?
Vous savez, c'est bien beau de tomber dans la facilité, de dire voilà, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. C'est très facile de dire ce que vous êtes en train de dire là. Concernant ce que je vous avais dit il y a quelque temps, sur les facilités sur le plan consulaire, il y a toute une série de mesures qui ont été prises, qui demandaient des moyens. Parce que pour instaurer la carte consulaire, ça demande de moyens. La carte consulaire biométrique, ça demandait beaucoup de moyens. Il fallait trouver ces moyens-là. Nous avons trouvé ces moyens. Pour faciliter l'obtention des visas, pour ceux qui sont originaires du Congo, nous avons aussi le ministre titulaire, Raymond Tshibanda. D'ici là, l'arrêté ministériel va sortir, je pense, avant la fin de ce mois. Parce que on ne va pas faire ça comme ça aussi à la sauvette. On ne va pas faire ça à la sauvette. Il faut faire quelque chose de bien. Parce que derrière ça, il y a ce qu'on appelle la planification, le mapping, la banque de données, savoir combien de Congolais sont ingénieurs, combien de Congolais sont ouvriers qualifiés, combien de Congolais sont tel, pour que demain, tel que je vous avais dit, que le Congo puisse aussi proposer ses ressortissants dans la fonction publique internationale. Mais c'est un travail de longue haleine que nous devons faire ça bien. Parce que l'idée que nous avions, oui, nous avions l'idée, mais pour mettre ça en musique, il fallait trouver tous les instruments pour que la musique soit agréable à lui. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Le ministre Tshibanda, très bientôt, l'arrêté va sortir et cette carte sera mise en application. Et je tiens à vous le dire, cette facilité est accordée à tous nos compatriotes. Monsieur Boyamba, juste une chose, vous avez reconnu juste 2 maisons de Congolais d'étrangers, vous reconnaissez la Grande-Bretagne, vous reconnaissez la Suisse, mais ici en France aussi, il y a la maison des Congolais de l'étranger, notamment qui est tenue par monsieur Johnny Luboya. Vous êtes au courant? J'ai entendu ça, mais je tiens à vous dire, sincèrement, ça ne relève pas de l'État congolais, ça ne relève pas du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est faux cette histoire alors. Donc, non, enfin, je ne peux pas empêcher. Non, c'est très sérieux parce que vous êtes oui, je tiens à vous préciser. Alors, quand ils font une maison de Congolais étrangers en France, que vous dites que vous ne reconnaissez pas ça, je sais non, pas, parce que les différentes maisons de Congolais de l'étranger seront installées dans nos ambassades. Nous avons 67 ambassades. Ça relèvera de nos ambassadeurs ici, mais ça sera co-géré par vous-même les Congolais, à travers les associations, les différentes associations que vous avez. Vous allez voter, qui seront vos représentants. Et de l'autre côté, l'État congolais, dans les affaires étrangères, en l'occurrence, à travers l'ambassadeur qui sera comme le représentant de l'État. Ce qui se passe ici à Château-Rouge, je n'en sais rien. J'avais entendu parler de ça, mais je tiens à vous dire, ce n'est pas du gouvernement. Et je ne peux pas empêcher un Congolais d'utiliser le mot Congo, sinon ça sera de la dictature. Mais sachez-le, les maisons des Congolais de l'étranger relèvent uniquement des ambassades à l'étranger. Donc, il y aura dans les ambassades, il y aura des locaux qui seront réservés à vous tous. Et là-dessus, comme ça, ça sera la porte, le canal de communication entre les Congolais et les ambassades. Parce que souvent, c'est là où il y a des problèmes. Vous vous plaignez souvent là-dessus, mais maintenant, c'est ça la voie autorisée. À Château-Rouge, moi, j'avais entendu parler, mais je ne peux pas m'interférer dans ce qu'un citoyen congolais fait pour lui. Monsieur le ministre Boyamba, on a bien compris. Une question politique, puisque c'est la politique aussi, et vous êtes un homme politique. Je voudrais savoir, où seriez-vous le 19 décembre 2016 ? Je ne suis pas un devin. Je suis pas un devin. Donc, je ne sais pas. C'est Dieu qui sait où, même dans une heure où chacun de nous sera. Vous voyez ce qui s'est passé cette nuit à Nice. Les gens sont allés pour fêter le 14 juillet. Il y en a certainement qui ont prévu d'aller passer encore une soirée. Et voilà qu'à 22h, un camion est rentré à lécher 84 personnes. Seriez-vous encore ministre de l'État congolais le 19 décembre 2016 ? Monsieur Moussanji, être ministre est une mission. Est une mission que le chef de l'État m'a confiée. Et cette mission, elle est passionnante. Et il n'y a que le chef de l'État qui me relèvera aussi de cette mission, sur proposition du Premier ministre. Donc, je ne peux pas, au moment où nous parlons, me prévaloir en disant que je serai le 19 janvier, ou même nous sommes aujourd'hui le 15
le 15 juillet, Vous pour vous dire que doutez bien. demain, non attendez, pour dire que demain 16 juillet, je serai absolument ministre. Vous doutez bien. Personne ne sait de quoi. Si vous voulez, oui, mais maintenant, je vais vous la poser puisque vous... si Dieu me garde, si Dieu me garde en vie, parce que là maintenant c'est divin. Si Dieu me garde en vie, Monsieur Moussanji, le 16, c'est quelle date vous avez dit? Le 19, vous avez dit le 19 décembre. Le 19 décembre. Voilà, 2016. le 19 Vous connaissez cette décembre, date vous le savez 19 à quoi décembre correspond cette date 2016, en tant qu'être humain, je serai dans mon pays, le pays que Dieu a choisi pour moi, le Congo, Alors, en train de vaquer à mes obligations. Vous êtes un ministre de l'État congolais. Oui. Qu'est-ce que c'est que la date du 19 décembre 2016 pour les institutions congolaises? La date du 19 décembre, c'est la date de la fin du quinquennat. Oui, c'est la date de la fin du quinquennat. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que le quinquennat s'arrête au 19 décembre? Alors, vous savez également ce que dit votre opposition. L'opposition demande à ce qu'au 19 décembre 2016, en cas de non-élection présidentielle, que vous et votre président, vous quittiez vos fonctions. Faut pas dire votre président. C'est le président de tous les Congolais. Il a prêté serment le 20 décembre 2011 comme président de tous les Congolais. Donc, je tiens à dire que soyez un peu respectueux des institutions de votre pays. À moins que vous ayez changé de nationalité. Mais si vous êtes encore Congolais, M. Moussanji, vous devez d'abord respecter votre pays. Donc, c'est le président de tous les Congolais. Voilà. La Constitution dit ceci. Le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur élu. C'est ce que dit la Constitution congolaise. Alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Un putsch? Vous voulez faire un putsch? Vous voulez quoi? Créer le désordre? La Constitution, elle est claire et la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus. Il faut que, vous savez, M. Moussanji, on ne respectera votre pays si que vous-même, vous commencez par vous respecter. Parce que là, quand c'est la Cour constitutionnelle des États-Unis ou de France, ah oui, les juges sont impartiaux. Et quand c'est au Congo, non, ils sont achetés. Ben voilà, mais c'est ce que j'ai compris dans votre question. Monsieur le ministre, croyez-vous vraiment à l'organisation des élections en RDC en décembre 2016? Les élections au Congo auront lieu. Les élections auront lieu. Et dans un délai qui ne dépassera pas, je pense, plus d'une année. Les élections auront lieu. Mais les élections, plusieurs fois, même les Nations Unies, à travers M. Comment il s'appelle, Maman Sidikou, vient de faire la déclaration. Moi, je fais partie de la commission tripartite, gouvernement, ambassadeur des pays occidentaux et la CENI. Chaque dernier mercredi du mois, nous nous réunissons pour voir les mécanismes, comment les modalités pour que les élections aient lieu. Et je tiens à vous dire, on a commencé pour que les élections aient lieu. Nous voulons qu'il y ait des élections propres. Nous voulons qu'il y ait des élections propres. C'est vous qui êtes... bon, vous ici, vous trois, vous n'avez pas dit ça. C'est l'opposition qui est en train de parler de troisième mandat. Mais le président de la République n'a jamais parlé de troisième mandat. Le gouvernement n'a jamais parlé de troisième mandat. Nous parlons simplement des élections propres, crédibles. Et les partenaires, pas plus tard qu'hier, Monsieur Maman Sidikou a fait la déclaration en tant que représentant. Non, attendez. En tant que représentant du secrétaire des Nations Unies au Congo, il a fait la déclaration comme quoi le fichier est en train d'être révisé. Ça va commencer le 31 juillet par Badolité, donc la province du Nord-Ubangi. Donc, soyez patient. Vous voulez quoi? Vous voulez absolument... Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, mais encore une fois, monsieur le ministre, vous voulez du sérieux, mais... Apparemment, votre gouvernement, le vôtre, vous faites partie de ce gouvernement, le gouvernement Matata, vous n'êtes pas dans le sérieux, puisque vous êtes depuis bien plus longtemps que cela aux manettes de ce pays qui est le Congo. Qu'avez-vous fait pour réussir des élections propres dans le délai constitutionnel? Vous ne pouvez pas venir, en tout cas, je le pense, et vous allez me dire si je me trompe, arriver à 3 mois d'une échéance et nous parler d'une élection propre. Monsieur Moussanji, j'ai comme l'impression que vous vivez sur une terre autre. Non. Le Congo est un pays post-conflit.
et moi je dirais même un conflit. Il y a moins de 3 ans, nos jeunes militaires étaient en train de guerroyer contre le M23 qui était soutenu par le Rwanda, et vous le savez très bien, et l'Ouganda. Il y a moins de 3 mois, moins de 3 ans plutôt, on était en train de guerroyer. Ça coûte énormément cher. Non. Ne faites pas abstention. Ne faites pas. Le Congo est en guerre contre le Rwanda. Ne faites pas abstention. J'ai dit avec le M23 soutenu par le Rwanda. Ah, okay. Je pèse bien mes mots. Okay. Avec le M23 soutenu par le Rwanda. Okay. Maintenant, nos relations sont apaisées avec le Rwanda. Nous avons intérêt à ce que nous ayons des relations simples, des relations apaisées avec ce pays voisin. On ne déplacera pas le Rwanda ni le Burundi. Je ne m'attaque pas à eux, mais je dis simplement, le M23, ce n'est pas un secret. Le M23 avait des soutiens comme base arrière. Mais donc, nous avons, écoutez, si vous ne me laissez pas, si vous faites des questions, si vous faites des groupes rebelles, comment dirais, soutenus par un pays étranger, voisin, et vous maintenez quand même les relations diplomatiques avec ce pays voisin qui finance des groupes rebelles. M. Moussanji, c'est une question. Vous êtes en train de tomber dans la facilité. Vous êtes en train de tomber dans la facilité. Je comprends pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à la politique. Vous êtes journaliste. Non. Les relations. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Vous ne me laissez pas répondre. Vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout. Allez-y. J'ai dit ceci. Le M23 avait. Le Rwanda nous accuse d'être la base arrière de FDLR. Et vous, est-ce attendez, que vous avez accusé le Rwanda Monsieur Moussanji, si vous faites les questions et les réponses, alors on n'en finira pas. Là où je suis en train d'arriver, c'est où? J'ai dit voilà. Le Congo était dans l'obligation de mettre beaucoup de moyens pour sa dignité, des moyens sur le plan militaire, pour sa dignité, pour son intégrité, pour sa souveraineté. Est-ce que vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, 2 armées étrangères s'étaient battues à Kisangani. C'était la honte pour nous. Les armées rwandaises et ougandaises se sont battues dans la ville de Kisangani. Donc, non, écoutez. Si vous pensez que les relations internationales, c'est comme dans le quartier où le voisin a eu un mot de plus, il fallait lui donner des coups de poing, alors M. Moussanji, bravo, et il y aura la guerre partout dans le monde, hein. Si ça ne relevait que de gens comme vous, il y aurait tout le temps des guerres dans le monde. Les relations internationales, ce n'est pas parce que l'autre a dit ceci que je vais aller lui cogner dans la gueule. Ce n'est pas ça les relations internationales. Il y a les Nations Unies. Il y a des mécanismes des Nations Unies qui sont là pour régler un certain nombre de choses. Et on y arrive. Sachez-le, la France et l'Allemagne se sont tapés dessus pendant des siècles. Et ils ont fini par trouver un moyen. Il faut raison garder. Il faut raison garder de ne pas tomber dans cette facilité de penser qu'il n'y a qu'à dire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Ce n'est pas cela. Non, monsieur le ministre, je vais repasser le micro à Adi Londolé. Adi, excuse-moi, mais je vais juste vous dire que lorsqu'il y a des différends de ce type, il y a des pays qui rappellent leurs ambassadeurs. Vous pouviez au moins... Ça a été fait en son temps. Ça a été fait en son temps. L'ambassadeur qui était à l'époque, l'ambassadeur Nkulu, a été rappelé à Kinshasa, et celui de Rwanda. Et je tiens à vous dire, au moment où nous parlons, il n'y a toujours pas d'ambassadeur congolais à Kigali, ni d'ambassadeur rwandais à Kinshasa. Il n'y a que des chargés d'affaires. C'est pour vous dire. Parce que j'ai comme l'impression, tout ce qui vous intéresse, c'est le sensationnel. Vous ne vous informez pas, M. Moussanji, vous ne vous informez pas suffisamment des faits réels. Au moins nous parlons, c'est ce qui se passe. Mais on ne peut pas déplacer le Rwanda, ni le Burundi, ni le Congo. Brazzaville, ce sont nos voisins. Et quels que soient les problèmes qui nous arrivent, nous devons toujours faire en sorte de trouver des solutions. On ne va pas rester en guerre permanente avec ces pays-là. Monsieur Boyamba, il y a le retour. Il y a un retour qui se prépare. Un retour, je dirais, populaire de président Etienne Tshisekedi de l'UDPS. On laisse croire qu'il prendra le même avion que monsieur Moïse Katumbi. Est-ce que vous, dans la majorité présidentielle, le retour de monsieur Katumbi et de monsieur Tshisekedi, ça vous fait peur, ça vous dérange?
Et puis, juste pour revoir encore cette histoire, le refoulé des Congo-Brazzaville à Kinshasa, leurs conditions, ça s'est amélioré? Ou bien, vu qu'ils sont revenus au Congo, ce n'est plus votre responsabilité? Merci. Monsieur Adil Ondolé, Monsieur Moussanji, Monsieur Ngadi, vraiment, je suis désolé de constater que vous vivez dans les nuages. Les refoulés de Brazzaville qui logeaient aux abords du stade Maloula, qu'on appelait à l'époque stade du 24 novembre, n'y sont plus. Monsieur Tshisekedi, à ce que je sache, il est congolais, il est fils de ce pays. Il était, dans un premier temps, je pourrais appeler ça en arrêt maladie. Son état de santé nécessitait à ceux qui suivent des soins appropriés en Belgique. Maintenant qu'il est rétabli, il a repris toutes ses facultés. Nous ne pouvons que nous réjouir que ce grand monsieur, qui a largement contribué à l'instauration de la démocratie en RDC, puisse revenir au pays pour contribuer largement à l'édification de la démocratie au Congo. Et le gouvernement se réjouit du retour de ce fils du pays. Il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi il y en aurait? Alors aujourd'hui, vu que vous êtes le ministre de Congolais de l'étranger, si jamais les Congolais de l'étranger se disent de prendre l'avion, le même avion que M. Katumbi et M. Etienne Tshisekedi, on va dire les combattants, voilà, on va appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui va leur arriver là-bas? Les combattants de quoi? Vous avez jamais entendu le mot combattant non, ici, ce sont des compatriotes. On a déjà dépassé, écoutez, on a déjà dépassé cette étape-là. Cette étape-là où les uns s'acharnaient sur les autres. Je pense que l'effort que nous avons tous fourni depuis presque 2 ans, c'est de pacifier les relations. On ne demande pas aux gens de rallier forcément le camp du président Kabila ou le camp du PPRD, mais on demande aux Congolais de rallier la patrie. Parce que ce que je tiens à vous dire, monsieur Adil Ondolé, c'est le risque de la balkanisation de notre pays. Les enjeux sont autres. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur un pays où on n'a jamais parlé de la modification de la Constitution? Pourquoi on s'acharne sur un pays où on n'a jamais parlé ouvertement du 3e mandat? Alors que dans notre giron, dans la sous-région, beaucoup de pays ont franchi le cap de changement de Constitution. Le Congo n'a jamais parlé de ça. Mais pourquoi s'acharne-t-on sur le Congo? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cet acharnement? Parce que demain, trouble à Kinshasa, c'est quoi? D'autres pays qui ont des visées sur le nôtre vont trouver prétexte pour occuper telle ou telle province de notre pays, et ça va commencer à aller dans tous les sens. Faites attention, ne faites pas du président Kabila le prétexte pour que demain le pays explose. Non, le président Kabila a toujours dit qu'il respecte la Constitution. Il n'a jamais fait de déclaration autre que cela. Dernièrement, à Kalemi, il a parlé librement. Il a dit, il a demandé à ce que l'enrôlement commence. Et l'enrôlement va commencer le 31 juillet par la province du Nord-Ubangi, c'est-à-dire Agbadolité. Quel symbole. Donc, soyons calmes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on fasse 9-10 mois de plus pour avoir de très bonnes élections, ou bien qu'on aille dans des élections où on n'a même pas de fichier. On n'a même plus de fichier. Puisque les élections de 2011 ont créé tellement de problèmes qu'on n'a même plus de fichier. Le Congo n'a pas besoin de troubles. Le Congo a besoin de paix parce que le peuple congolais dans son ensemble tient à son unité. Ce n'est que les hommes politiques qui cherchent à diviser par des discours. Parce que moi, je crains qu'un jour, la balkanisation devienne une réalité au Congo. Et je ne veux pas de ça. Le président Kabila ne veut pas de ça. Aucun Congolais, le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, n'en veut pas non plus. Ce sont des gens qui sont toujours battus pour un Congo uni et fort. Et c'est un devoir pour nous tous. Alors, monsieur le ministre, après le G7 et plusieurs défections dans le cadre de la majorité présidentielle, monsieur François Mwamba a démissionné de son poste de coordinateur du mécanisme national. Moi, je voulais savoir, aujourd'hui, le bateau tangue. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui mèneront le combat avec la majorité présidentielle jusqu'au bout, ou on va vous voir, vous aussi, à un moment donné, sauter du navire? Monsieur Moussanji, je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Moi, je suis un homme de conviction. Je suis un homme de conviction. J'ai rallié
la FDL avec Laurent Désiré Kabila. J'ai été là dès le début de la fondation du PPRD. Je suis nationaliste, je suis patriote. Je ne quitterai pas le navire, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Je resterai toujours là. Je n'ai pas été proche du président Kabila en étant au gouvernement. Je ne serai pas au gouvernement, je serai toujours proche du président Kabila sur le plan des idées, sur le plan du nationalisme et du patriotisme. Donc, les démissions des uns des autres, pour moi, ce sont des non-événements. Ça fait partie de la vie. Les gens viennent et partent. Dans une maison, il y a des enfants qui décident de partir. Il y a des enfants prodigues qui sont partis, un jour qui reviendront. Mais nous sommes là, ancrés dans nos convictions, droit dans nos bottes. Nous soutenons le président de la République dans son action qu'il mène tous les jours depuis qu'il est à la tête de ce pays. Et nous soutiendrons quiconque lui succédera un jour et qui travaillera pour l'intérêt du Congo, pour l'unité du Congo, pour l'édification de notre grand pays, de notre grand peuple. Donc moi, je suis dans cette race-là, de cette veine-là, je ne quitterai pas le Congo. Donc, monsieur le ministre, on appelle tout le monde au dialogue, mais on ne dit pas le dialogue. Quelle est la question du dialogue? Le dialogue, en lingala, on a dit comme Masolo. Voilà. Qu'est-ce qui est... Oui, mais pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas Nasuka? Parce que sur le banane et bandili, on allait dire, oui, mais on a encore le temps pour que vous voulez qu'on parle maintenant. Non. Au vu de tous les événements, c'est la vie. La vie, elle est dynamique. Eh bien, gagner du temps de quoi? Mais non, monsieur Ngadi. Gagner quel temps? Les élections, il y a l'ONU qui est là, qui travaille avec nous au quotidien. L'OIF, Organisation de la francophonie, qui travaille avec nous au quotidien. Il y a les différents organismes de la Nations Unies comme le PNUD, ainsi de suite, qui travaillent avec nous au quotidien. Nous avons vu que le budget propre du Congo, 1,3 milliard de dollars pour organiser les élections générales au Congo, on a du mal à les réunir. Et ce sont des problèmes aussi financiers, des problèmes techniques. Et n'oubliez pas, si les élections de 2011 se sont mal passées selon certaines personnes, c'est parce qu'on a fait ça sur fonds propres. Il fallait colmater. Nous avons reçu l'aide, je pense, de l'Angola et de l'Ouganda pour essayer d'y aller. Souvent, ces pays qui nous donnent des leçons ne contribuent pas financièrement, à part les élections de 2006. Mais cette fois-ci, le président Kabila veut laisser une maison propre. Il veut que la maison soit propre. Oui, mais pour laisser une maison propre, pour laisser une maison propre, monsieur le ministre... Ça, c'est vous qui le dites. Pour laisser une maison propre, vous proposez le dialogue, mais le dialogue aujourd'hui paraît mal compris. Et je profite de la question de César Ngadi pour vous demander, est-ce que le dialogue aujourd'hui est mal compris parce que tout simplement la question est mal posée ou elle n'existe même pas? Pourquoi devons-nous ou les politiciens congolais doivent-ils aller au dialogue? La question, elle est mal posée. Monsieur Moussanji, si vous suivez de près l'actualité au Congo, vous allez remarquer que maintenant, de plus en plus d'hommes politiques, même de l'opposition, ont rallié la cause du dialogue. Parce qu'il est de l'intérêt de personne qu'il y ait une déflagration dans notre pays. Tous, maintenant, se disent, on va se mettre autour d'une table et parler des problèmes concrets qui concernent notre pays. Le problème le plus important, c'est lequel? C'est les élections. Dans quelle mesure, dans quelles conditions? Comment est-ce qu'elles doivent se passer? C'est ça qui doit nous réunir. Le plus important, c'est que nous puissions parler des élections. Le contraire, c'était si on y allait pour dire, voilà, on y va pour créer des gouvernements d'union nationale ou de large, je ne sais pas quoi. Là, ça créerait problème, partage de pouvoir. Mais là, on dit, on va aller aux élections, on va aller au dialogue pour que nous mettions en place des mécanismes pour que les élections aient lieu dans de très bonnes conditions et le plus rapidement possible. Et je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Le président de la République n'a jamais dit le contraire, ni le gouvernement n'a jamais dit le contraire de tout ce que certains sont en train d'affirmer. Et je suis content que même ceux qui s'étaient opposés fortement à cette idée de dialogue sont en train de nous rallier.
Voilà, c'est ça qui est le plus important. Monsieur Boyamba, nous considérons toujours que Monsieur Roger Lumbala, c'est un Congolais de la diaspora, aujourd'hui arrêté en Russie. Si vous n'êtes pas au courant, je vous l'informe. J'ose croire que vous êtes informé. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous en pensez, en sachant que il est aussi honorable, s'il est encore aujourd'hui député. Il est aussi avec le M23, aujourd'hui arrêté en Russie. Un Congolais arrêté en Russie. Monsieur Boyamba. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Oui, mais moi, je peux vous reposer la question. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Russie? Et pourquoi est-il arrêté en Russie? Qu'est-ce qu'il est allé faire en Russie? Il a son pays, le Congo, qui est là-bas. Vaste territoire. Il est leader politique. Qu'est-ce qu'il est allé chercher en Russie? On peut vous répondre. Donc, je peux vous aider. S'il est allé en Russie, c'est que si les autorités russes l'ont appréhendé, c'est suite à un certain nombre de faits qui lui sont reprochés sur place. Notre ambassade nous a informés. L'ambassade suit de près. Nous sommes encore au niveau de l'enquête. Attendons la suite de l'enquête pour savoir exactement qu'est-ce qui est reproché. Vous savez, il faut sortir de... Parce qu'on a arrêté un Congolais, qu'on doit faire la guerre à ce pays qui a arrêté un Congolais. Il faut aussi qu'on sache qu'est-ce que ce Congolais a fait là-bas. C'est comme nous, on arrête. Si vous allez à la prison de Makala, il y a des étrangers, des blancs, hein, si on veut parler étrangers dans le cas de blancs. Si vous allez, non, il a été arrêté en Russie pendant que nous sommes, pendant que nous y sommes traités Poutine de membre de PPRD. Il a été arrêté en Russie. À ce que je sache, nous avons la grande Russie n'a d'injonction nulle part à recevoir de la RDC. Pourquoi est-ce que vous nous parlez de l'arrestation de Roger Lumbala? Qu'a-t-il fait? Que dit la police? Est-ce que vous avez essayé de mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'on lui reproche là-bas? Pour l'instant, je n'en sais rien. On essaie de savoir exactement ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est à vous, le ministre de la diaspora, de se renseigner. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai demandé à notre ambassadeur à Moscou, l'ambassadeur Matungul, de nous tenir informés de ce qui se passe là-bas. Et pour l'instant, au moment où nous parlons, on n'a pas encore toutes les informations, mais ça ne saurait tarder. Nous allons savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, je trouve quand même ça malheureux qu'un député, parce qu'il avait été élu, Roger Lumbala. On n'a pas ici. Pardon? Il a été refusé, on n'a pas pris. Je dis, il avait été élu. Il avait été élu en 2011. Il a été déchu pour connivence avec l'adversaire. Donc, c'est un monsieur qui est récidiviste des faits divers malheureux. On arrive au terme de cet entretien. Nous tenons à vous remercier encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais la dernière question serait de vous demander, monsieur le ministre Boyamba, vice-ministre des Congolais de l'étranger, de nous définir ce que c'est que le Congo. Qu'est-ce que c'est que le Congo aujourd'hui en 2016 pour vous, vice-ministre du Congo? Merci. Le Congo, c'est ce grand espace au cœur de l'Afrique que Dieu nous a donné. Une terre qui a tout. Et qui malheureusement, depuis que ce territoire a été créé, a été et est l'objet de convoitises de toutes sortes et qui freinent son évolution. Ces différentes convoitises me font craindre que demain on cherche à disloquer le pays. C'est ça la crainte. Et c'est l'appel que je lance à chacun d'entre nous de nous réunir autour de l'essentiel, c'est-à-dire l'intégrité de notre pays. C'est ça qui est le plus important. Il y en a qui sont en train de demander qu'on dévie les eaux du fleuve Congo vers certains autres. Demain, il y aura la guerre de l'eau. Comme aujourd'hui, on nous parlait de Béni. On nous parle de Béni. Mais quand vous allez voir la réalité, c'est quoi? Il y a 17 000 hommes des Nations Unies qui sont là, autour de Béni. Et à côté, il y a des massacres. Et entre-temps, on empêche aux Congolais et aux Congolaises de vaquer à leurs travaux de champ, parce que cette terre est fertile, c'est une terre volcanique. Il y a des viols de nos compatriotes. En même temps, il y a des avions, des petits porteurs qui atterrissent et qui ramènent de la terre rare du Congo pour aller à l'étranger. Et fait malheureux, c'est que ça se passe au vu aussi de tout le monde. Malgré nos cris, on ne veut pas nous écouter.
C'est ainsi que je lance un appel à chaque Congolais, où qu'il soit, quel que soit son niveau d'études ou de social, de dire non à cette guerre qui ne dit pas son nom, qu'on nous impose depuis 1960, messieurs. C'est depuis 1960 que le Congo est l'objet de convoitises de puissances que je ne citerai pas. Mais ces puissances se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. C'est ça ce que je peux dire au moment où nous parlons, messieurs les journalistes. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. Merci à vous. Merci à Adil Ondolé. Merci César Ngadi. Et encore une fois, merci au vice-ministre d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt. Au revoir. Nous sommes les Congolais, nous mourrons Congolais. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en